Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le rapport d'orientation budgétaire 2026, une semaine après l'adoption définitive du projet de loi de finances 2026 à l'Assemblée nationale. Je reviendrai dans un premier temps sur le volet des projections en matière de recettes avant de donner la parole à ma collègue Céline Scavenec qui interviendra sur les projections de dépenses pour cette année. Mais avant toute chose, nous redisons les problèmes que peuvent générer des débats budgétaires tardifs. En effet, bon nombre de collectivités locales et de départements ont déjà adopté leur budget primitif 2026. Pour le Nord, ce ne sera pas avant le mois d'avril. Ce n'est pas possible de laisser dans l'incertitude de nombreux partenaires, associations sur les financements possibles et la poursuite des engagements du département. Vous avez un certain nombre d'outils budgétaires à votre disposition, budget supplémentaire, décisions budgétaires modificatives, utilisez-les. Dans le début de votre rapport, vous indiquez un contexte budgétaire complexe et un contexte social difficile. Les difficultés financières ont effectivement été pointées à de nombreuses reprises, et notamment dans un rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales. Les causes sont connues. Absence d'autonomie budgétaire avec une absence de pouvoir de fixation des taux de fiscalité, non-compensation de décisions nationales. Il est donc urgent de remettre en place une véritable fiscalité locale pour sortir de la politique de dotation de fonctionnement et de transfert d'une fraction de la TVA. Politique actuelle qui induit des incertitudes budgétaires et la dépendance du département à l'activité économique et commerciale, activité qui par nature est très fluctuante. Le panier de ressources du département est donc marqué cette année encore par une forte volatilité et une compensation nationale insuffisante. Nous déplorons que le PLF et le budget 2026 ne prévoient finalement pas d'avance pour compenser les retards de versement de la taxe d'aménagement, ni de hausse des taux de la taxe sur les conventions d'assurance. Nous déplorons d'ailleurs que le fléchage pour le SDIS de la TSCA ne soit pas respecté et que la contribution du département au SDIS hors TSCA soit en diminution continue depuis 2013, mais ma collègue Céline Scavenec aura l'occasion de revenir sur le financement du SDIS et les annonces que vous avez faites tout à l'heure. Si l'on peut se satisfaire que notre département puisse bénéficier cette année de 28 millions d'euros au titre du Fonds de sauvegarde des départements et ne soit pas concerné par le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, le DILICO, cela témoigne tout de même d'une situation budgétaire très dégradée pour notre collectivité. Vous indiquez en conclusion de ce ROP 2026 qu'à l'avenir, je vous cite, « une refonte complète des modalités de financement des départements semble indispensable. À défaut, leurs capacités d'action, notamment en termes d'investissement, diminueront à un niveau préoccupant. » En effet, dès 2026, notre département connaîtra une épargne nette négative à moins 10 millions d'euros, avec une reprise de provision à hauteur de 44,5 millions d'euros. En l'état, le solde de provision de notre collectivité serait de 56 millions d'euros. Cette situation est donc très préoccupante. Un mot quand même sur les recettes sociales, pour vous rappeler que si vous aviez accédé à notre demande en début de mandat de participer à l'expérimentation de recentralisation du financement du RSA, notre situation financière ne serait pas aussi dégradée. Et c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas compris l'intérêt pour notre département de s'inscrire dans ce dispositif. Dans un rapport publié en novembre 2025 sur la situation financière des départements, la Chambre régionale des comptes d'Occitanie souligne que l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, deux départements expérimentateurs, ont fortement diminué leurs dépenses en matière d'aide directe et que la recentralisation du financement a eu un impact significatif sur leur équilibre budgétaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi les sénateurs de tous bords ont prolongé en décembre dernier l'expérimentation et que certains départements, y compris vos amis politiques, comme le département de l'Yonne, veulent rejoindre désormais cette expérimentation. Sur l'investissement, on ne peut que regretter, là aussi, une nouvelle fois, que vous n'ayez pas profité du contexte favorable en début de mandat pour recourir à l'emprunt à des taux intéressants pour investir
massivement face aux multiples urgences sociales dans notre département. Je pense notamment à la protection de l'enfance, où nous devons agir au maximum en prévention. Investir aussi dans la transition énergétique et la rénovation thermique de nos collèges pour pouvoir limiter rapidement nos dépenses de fonctionnement et notre dépendance aux énergies fossiles, quand notamment nos collèges représentent 58% de notre volume d'émissions carbone, comme le rappelle le rapport Développement durable qui sera présenté cet après-midi. Nous déplorons d'ailleurs cette année encore que le bilan des émissions carbone ne soit pas intégré directement dans ce rapport d'orientation budgétaire. Il y aurait pourtant toute sa place pour orienter les décisions budgétaires du département. L'écart avec la trajectoire de neutralité carbone en 2040 continue de s'accroître, ce qui démontre, s'il le fallait encore, votre manque d'ambition et de cohérence pour engager une réelle transition écologique au profit des nordistes. Un manque d'ambition que l'on retrouve aussi dans votre absence de mobilisation du fonds vert. Il est ainsi noté dans le rapport que pour 2026, aucune recette de fonds vert n'est prévue pour le département. Ces recettes dépendant des investissements programmés éligibles au fonds vert. Autrement dit, le département du Nord ne prévoit cette année aucun investissement éligible au fonds vert qui participerait à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique dans notre territoire. Pire encore, vous continuez d'investir dans des projets contraires à la transition écologique, à commencer par de nouveaux projets routiers climaticides. Je passe la parole à Céline Scavenec, qui reviendra plus en détail sur vos orientations en matière de dépenses. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je poursuis l'intervention de notre groupe sur les dépenses. C'est pour nous un point de vigilance essentiel, car quand on n'a plus de marge de manœuvre en recettes, plus de levier fiscal, plus de dotation et une sous-compensation de l'État, eh bien, on est évidemment tenté de raboter sur les dépenses. Or, les dépenses du département, ce sont d'abord des dépenses sociales, elles-mêmes nécessairement en augmentation, parce que nous sommes dans un contexte social toujours aussi difficile, donc les besoins sociaux sont énormes, et le rôle du département, c'est bien d'agir pour les solidarités humaines. Être là, comme vous dites, auprès des plus fragiles, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, auprès des bénéficiaires du RSA, auprès des femmes et des enfants victimes de violences. Alors, les orientations budgétaires que vous proposez pour 2026 permettent-elles de répondre à ces attentes? Je voudrais commencer par quelques éléments positifs. Nous saluons notamment le fléchage de 50 millions d'euros supplémentaires sur la politique enfance, famille, jeunesse, pour accompagner la mise en œuvre de la feuille de route protection de l'enfance adoptée en octobre dernier, mais aussi la mise en place du décret sur le taux d'encadrement des pouponnières estimé à 6,6 millions d'euros. Le rapport met également en avant la promotion de la santé et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. C'est positif dans l'intention. Nous verrons dans le budget 2026, en avril, la traduction budgétaire précise. En attendant, nous constatons que le département prend parfois des décisions qui vont dans un sens contraire. Alors, un exemple qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la situation de l'association Solfa. On en a parlé au dernier Conseil. Nous sommes dans un contexte qui est marqué par des féminicides récents sur l'île. Nous avons en mémoire les deux jeunes femmes de 25 et 34 ans tuées par leurs compagnons à Lille les 24 et 28 décembre dernier. Et l'affaiblissement d'une structure essentielle de lutte contre les violences faites aux femmes est profondément préoccupant. Solfa est sorti de la Fédération nationale Solidarité Femmes, perdant ainsi des financements. Il est impératif aujourd'hui d'avoir une vision claire de la situation réelle de Solfa et ne pas attendre que cette association s'écroule d'elle-même. Notre groupe continue donc d'interpeller votre exécutif pour exiger des garanties claires pour que l'accompagnement des femmes victimes de violences soit maintenu et renforcé. L'Europe est également l'occasion pour nous de nous féliciter que la mobilisation
des clubs de prévention spécialisés l'an dernier est payé, puisque l'année 2026 ne se traduit pas par une baisse significative des dotations, mais bien par la mise en place de conventions pluriannuelles qui seront présentées en commission permanente cet après-midi. Cependant, permettez-moi de m'y attarder un petit peu. Vous le savez, la nouvelle tarification des clubs de prévention spécialisés entérine des montants dits socles, qui ne reflètent pas les charges réelles supportées par ces associations qui travaillent auprès des jeunes en danger. Aussi, présenter la situation actuelle comme une stabilisation des financements, ce n'est pas satisfaisant. Il s'agit en fait de figer un niveau de dotation insuffisant, qu'on sait déjà insuffisant, et sans mécanisme pérenne de réajustement. Donc de fait, cette orientation entérine un désengagement du département dans le financement de la prévention spécialisée. Alors sur les solidarités humaines toujours, les besoins augmentent parce que la population vieillit ou que la situation socio-économique se dégrade. Donc le nombre de bénéficiaires de l'APA et de la PCH augmente légèrement et le département a donc raison d'investir dans la prévention. Mais en matière d'insertion, vous restez sur la même approche que l'an dernier, une approche assez idéologique du sujet, puisque comme l'année dernière, on commence en affirmant que le nombre de bénéficiaires du RSA va diminuer grâce à l'action du département. Action plus que discutable quand il s'agit de faire la chasse aux allocataires ou de les exclure du dispositif pour le moindre retard à un rendez-vous. On a déjà parlé souvent de ça. Vous nous aviez déjà fait le coup l'an dernier. Et pour finir, vos prévisions s'étaient révélées fausses. Et il avait fallu rallonger le budget au moment du budget supplémentaire. La sortie du RSA sans solution durable n'est pas une sortie durable. Et même si le montant du RSA augmente, et ça c'est le fait de décision nationale, nous notons que vous prévoyez des baisses de 4,1 millions d'euros des dépenses de fonctionnement en insertion. Et c'est une orientation qui nous interroge. Alors, sur le SDIS, je vais revenir sur la contribution du SDIS, qui augmente de 2 millions d'euros. Il est bien dommage quand même qu'il ait fallu attendre la mobilisation massive des sapeurs-pompiers le 29 janvier dernier pour que le département fasse un geste. Donc vous nous avez présenté tout à l'heure un amendement avec une trajectoire. Bon, nous reviendrons certainement sur ce sujet lors du vote du budget en avril. Cependant, nous avons bien noté que, hors TSCA affecté au SDIS, la contribution du département au SDIS, elle est en diminution constante depuis 2013, quand celle des communes et des intercommunalités ne cesse d'augmenter. J'ai sous les yeux les mêmes chiffres qu'a rappelé notre collègue Charles Beauchamp à l'instant, donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui nous inquiète. Le groupe écologiste soutient nos sapeurs-pompiers, continue de demander la mise en place du plan pluriannuel d'embauche de sapeurs-pompiers professionnels. Bon, ça c'est ce que vous venez d'annoncer tout à l'heure, ok. Donc nous serons vigilants sur la mise en œuvre, mais nous demandons aussi une augmentation des investissements dans les casernes, dans la rénovation et la mise en conformité des casernes. En matière d'investissement, je ne reviens pas par ailleurs sur les remarques de mon collègue Laurent Perrin concernant le recours à l'emprunt. On notera quand même une baisse continue de 15% par rapport à 2025 et même d'un tiers par rapport à 2024. Une baisse continue qui concerne notamment les aides aux communes, moins 30% des ADVB en 2026. Donc, est-ce que les élections municipales expliquent la totalité de cette baisse? Et pourtant, 28% des investissements du département sont encore consacrés cette année à la voirie. C'est le même pourcentage qu'en 2025, notamment pour la réalisation de projets routiers anachroniques sur la RD 642, par exemple.
Mais après ce chantier de la RD 642, que va-t-il se passer? Puisqu'il est prévu de diminuer les dépenses d'investissement jusqu'en 2028, soit jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que cela signifie que le département va finalement renoncer à ces projets routiers non financés dans le cadre du volet mobilité du CPER? Si c'est le cas, Monsieur le Président, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il faut savoir prendre acte quand on a perdu ses arbitrages. Persévérer dans l'erreur ne serait pas pertinent. Et il y a cependant, en matière d'investissement, autre chose qui nous inquiète, c'est l'augmentation du coût du canal Seine-Nord-Europe. Que se passe-t-il exactement? Là, dans le ROB, il y a 0,8 millions au titre de la part portée par le département dans la Société du Canal, plus 0,4 millions en règlement des intérêts d'emprunt, donc qui sont dédiés au canal Seine-Nord-Europe. Mais qui va prendre en charge l'augmentation non financée à ce jour du coût total de cette infrastructure? Ces questions sur le volet dépenses d'investissement nous laissent perplexes et, pour tout dire, ça sent un peu la fin de mandat alors qu'il reste encore 2 ans. Je vous remercie.